Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. Tell it by the fireside or in a marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie. But not this time. No, this is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true and based on solid facts. Magie et cinéma. La magie du cinéma, c'est de réussir à tromper le regard. Des illusions qui font naître la même question dans toutes les têtes, mais comment ils ont fait ? Le bullet time dans Matrix, le stylo dans 2001, la révélation de l'homme invisible ou l'étrange profondeur de champ dans Blowout. C'est pas un hasard si un des cinéastes les plus fameux de l'histoire, Orson Welles, était aussi un passionné de magie et de prestidigitation. Mais chaque tour de magie a son truc. Et même si les révélés brisent le charme, on ne peut s'empêcher de se demander « Mais comment ont-ils fait ?» Rambobinons. Quelque chose le suit. Son passé le rattrape. Il le sait depuis des semaines déjà. Perdu dans une fuite perpétuelle et paranoïaque, ses nerfs commencent à sérieusement dérailler. Mais aujourd'hui, une certitude le hante. Il est arrivé au bout de la piste. Mais arrêtons-nous sur ce plan. Comment la mise au point se fait-elle simultanément à deux endroits de la profondeur de champ ? Cet effet de mise en scène porte le nom de son composant technique, le split focus diopter ou la demi-bonnette dans la langue de Molière. Une lentille ne couvrant qu'une partie de l'objectif de la caméra et qui permet d'obtenir deux points de netteté différents au sein de la même prise. On attribue sa première utilisation à Greg Toland, un chef opérateur légendaire, un Oscar, 5 nominations et le directeur de la photographie le mieux payé de sa génération. Connu notamment pour son travail innovant chez notre cinéaste magicien Orson Welles, c'est chez John Ford, dans The Long Voyage Home, sorti en 1940, qu'il utilise la première demi-bonnette de l'histoire. Il remet le couvert un an plus tard dans Citizen Kane, mais cette fois, c'est par superposition de deux plans qu'il arrive à ses fins. Il contourne ainsi la contrainte technique caractéristique de la demi-bonnette, la zone floue rendue visible par la superposition des deux profondeurs de champ distinctes. Mais c'est dans les années 70 que le procédé se démocratise, avec un chef opérateur qui marqua les visuels du nouvel Hollywood, Vilmos Zsigmond. Et des demi-bonnettes, il en a mis partout, dans Rencontre du troisième type de Spielberg, au Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, en passant par Obsession de Brian De Palma. Directeur favori de ce dernier, ils collaboreront dans de nombreux films tels que Pulsion, Le Dahlia Noir ou Blowout. Des films qui utilisent tous cette technique, dont un, Blowout, qui la surexploite dans pas moins de 15 plans. Mais quel est l'effet recherché ? Qu'est-ce que ressent le spectateur ? À l'instar des grandes profondeurs de champ, la demi-bonnette ajoute une couche d'information au cadre. Ainsi, en évitant de complexifier le montage, de multiplier les plans, elle favorise une image recherchée, travaillée, fractionnée. Car si notre regard ne peut se poser à deux endroits simultanément, la demi-bonnette nous impose une double focalisation parfois déstabilisante. Souvent utilisée dans des contextes de suspense, cette double focalisation nous permet d'observer à la fois un poursuivi et un poursuivant. Le spectateur possède alors plus d'informations que le personnage et la tension est décuplée. Elle peut à l'inverse, dans le cadre d'un dialogue, créer du lien, un rapprochement en contradiction avec la position des acteurs dans une scène. Des personnages éloignés peuvent alors partager l'image, permettant aux spectateurs d'assister à leurs réactions, leurs émotions, en évitant le champ contre champ. Elle permet enfin aux réalisateurs, dans une logique purement visuelle, de créer des compositions atypiques, de se rapprocher d'une esthétique picturale, affranchie des limites de l'optique photographique.
À travers cette lentille, transparaît l'envie de dépasser les contraintes techniques du cinéma, mais aussi de dépasser les limites de notre propre perception. En outrepassant les limites physiques de notre œil, elle crée des images parfois étranges, contre nature, des images qui marquent, des images qui, même décryptées, démystifiées, ne perdent en rien de leur puissance magique.